Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Et oui, vous avez sans doute reconnu, c'est évidemment l'hymne national décrété en 85 pour l'Union européenne, qui est purement et simplement la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven, qu'il a composée en 1823, plus précisément le 4e mouvement de cette fameuse Ode à la joie, évidemment utilisée très souvent aussi dans le cinéma, mais c'est cet hymne national aujourd'hui qui retentit dans la plupart des cérémonies et commémorations officielles de cette fameuse Union européenne. Et oui, ça y est, nous y sommes, voilà enfin ce qui va vous permettre d'avoir un petit peu un ensemble d'éléments et d'informations sur l'Union européenne, de sa création, de son histoire. Alors attention, je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas faire une vidéo de 4 heures pour vous expliquer tout l'historique et tout le décortiquage de ce qu'est l'Union européenne. Non, au contraire, je vais simplement vous donner des éléments essentiels de cette Union européenne. Alors, l'Union européenne, elle naît de quoi? Eh bien, il faut savoir que c'est pas un projet contemporain, c'est pas un projet récent. Depuis très très longtemps, beaucoup de responsables politiques, de responsables même, je dirais, de certaines monarchies ont toujours rêvé de construire une sorte d'union, une sorte d'alliance européenne. La plus, on va dire, la concrétisation, on va dire, la plus significative, on la doit évidemment à Napoléon. Napoléon était déjà un européiste convaincu, sauf qu'évidemment c'était un homme de son époque, avec les méthodologies de l'époque, qui consistaient à faire soit de l'alliance avec des accords, soit tout simplement de la conquête, conquête par des guerres. Donc on peut vraiment véritablement considérer que, en effet, Napoléon a été le premier à essayer, j'ai bien essayé, de concrétiser un projet européen. D'autres historiens vous diront que non, celui qui a été le premier véritablement à susciter l'ambition d'une construction européenne, c'est Charlemagne. Sauf que là, on est quand même très très loin dans l'histoire, avec des contextes, des situations, des traditions, des influences complètement différentes de ce que nous connaissons dans l'époque contemporaine. Dans l'époque contemporaine, eh bien, on peut dire que véritablement la naissance, ou tout du moins l'idée d'une unité européenne, eh bien, on la doit en fait à un certain Victor Hugo, puisque lors du Congrès de la paix de 1849, c'est lui qui a commencé, disons, à poser les jalons de ce qui pouvait éventuellement donner l'idée de cette construction européenne avec évidemment l'existant, on va dire, idéologique et politique de l'époque. En effet, la situation de la France à cette époque sort d'un grand trouble, puisqu'il faut savoir qu'en 1848, on a connu la fameuse révolution, puisque les peuples, ou tout du moins une certaine proportion de la population française a commencé vraiment à grogner à partir de janvier et février. C'est véritablement au février que là va arriver le point culminant, et c'est à ce moment-là que finalement Louis-Philippe va finir par quitter le pouvoir. Ça sera d'ailleurs le dernier monarque entre guillemets, puisque Louis-Philippe étant un Orléans, il finira par s'enfuir, et donc laissant la France avec un état de situation politique relativement décalé et qu'il va falloir reconstruire. Et c'est en 1849, le 21 août, qu'il va y avoir le Congrès de la paix. C'est pendant ce Congrès de la paix que va commencer à s'infiltrer les premières idées, les premières conception de ce que certains appelleront d'ailleurs la construction européenne. En effet, c'est à partir de la Première Guerre mondiale que les choses vont commencer véritablement à se concrétiser, tout simplement parce que la Première Guerre mondiale va voir émerger l'héritage de l'ère industrielle, c'est-à-dire le capital, c'est-à-dire les hégémonies industrielles et financières qui vont vouloir commencer à essayer de trouver une certaine harmonisation pour essayer de trouver le moyen de faciliter le business, de faciliter les affaires. Et pour cela, il faut évidemment qu'il y ait des
je dirais, des sortes d'accords, des sortes de traités entre différents pays, et essayer de trouver une certaine harmonie financière entre ces différents pays pour pouvoir construire véritablement ce qui va générer au fur et à mesure le principe d'une amélioration de la mondialisation et de ce fait l'arrivée massive des mondialistes. Alors, petit aparté, différence entre mondialisation et mondialisme. La mondialisation, c'est le phénomène naturel des échanges entre les peuples, entre les tribus, entre les nations, des échanges économiques, des échanges commerciaux. C'est une forme, je dirais, une évolution logique, sensée et imparable, on va dire, de l'évolution même de l'humanité. C'est-à-dire que la mondialisation ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que tout peuple, toute civilisation n'est destinée à disparaître si elle ne fait pas de la mondialisation, si elle ne fait pas de l'échange avec les autres. Le mondialisme, là par contre, le mondialisme, ce sont des politiques, ce sont des idéologies hégémoniques, c'est-à-dire le mondialisme, c'est une forme de globalisation, une uniformisation mondiale de l'économie, de la finance, des affaires, du commerce, mais au détriment évidemment, puisque là il faut un contrôle, il faut un pouvoir, au détriment d'un certain nombre d'autres principes que sont évidemment la notion des États, les peuples souverains, voire même les libertés individuelles. Donc voilà, ça c'est la petite différence qu'il faut savoir faire. Donc c'est à partir de la Première Guerre mondiale que là, véritablement, l'idée d'un projet de construction européenne va véritablement émerger. Va émerger évidemment avec toutes les influences politiques de l'époque, c'est-à-dire que chacun y est de sa sauce, chacun y est de son concept. Surtout évidemment, 1917, révolution russe, le communisme va aussi faire ses propositions d'une Europe bolchevique, d'une Europe collectiviste, donc qui s'affronte évidemment face aux politiques conservatrices et aux politiques modérées. Donc voilà, c'est un peu un conglomérat d'idéologies qui vont se mélanger pendant pas mal de temps. Mais là où véritablement la chose va commencer à se concrétiser, elle va se concrétiser en Allemagne. C'est-à-dire à partir de la fin des années, milieu des années 20, lorsque l'Allemagne va commencer à essayer de se trouver une identité dans un marasme économique. Je ne referai pas l'histoire de la politique de la République de Wehrmacht, mais va en partie, je dis bien en partie, aider à l'évolution, aider à la progression d'un monsieur. Ce monsieur, évidemment, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler avec son idéologie, avec par la suite l'évolution de sa carrière politique, qui va finalement l'amener en 1933, de par son parti, le parti nazi, qui je rappelle est un parti national-socialiste. Souvent il y en a qui font la confusion de dire nationaliste, les socialistes sont des nationalistes parce que l'Allemagne était... Non, c'est du national-socialisme, qu'on ne mélange pas le socialisme de gauche, entre guillemets. Et donc ce monsieur, évidemment, va de plus en plus attirer l'intérêt du milieu de la finance, du milieu du capital. Et on va avoir, évidemment, un certain nombre de gens qui vont s'intéresser à Adolf Hitler. Alors, avant, évidemment, sa nomination en tant que chancelier en 1933, qui, je le rappelle, il n'a pas été élu, il a été nommé par Neubourg, qui était le chancelier, non, qui n'était pas chancelier, mais qui était le président de l'époque, suite aux pressions politiques que subissait le président de Hindenburg, du fait que les nazis, évidemment, faisaient toujours un petit peu de l'obstruction au niveau du système parlementaire, provoquaient des changements de gouvernement, etc. Donc, il y a un moment donné, il y avait une instabilité évidente, et pour essayer de trouver une stabilité politique au niveau du gouvernement, il y a un moment donné où le choix s'est porté sur le fait de finalement nommer Adolf Hitler chancelier. À l'origine, Hindenburg ne voulait pas d'Adolf Hitler, mais il a été plus ou moins contraint et plus ou moins obligé du fait de la popularité de l'individu. Hindenburg était évidemment totalement contre les idéologies véhiculées par le parti nazi, mais vous savez, malheureusement, parfois dans les conflits d'intérêts, les conflits politiques, et encore une fois de plus avec les influences
du capital, les influences financières qu'il y a derrière, et vous allez comprendre pourquoi. Forcément, au bout d'un moment, vous avez des politiciens qui finissent par céder. Alors céder par lâcheté, céder par complaisance, céder par conflit d'intérêts. Le fait est, c'est que Adolf Hitler, en 1933, donc, devient chancelier, pas encore du Troisième Reich. Le Troisième Reich naîtra beaucoup plus tard lors de la disparition, lors du décès d'Hindenburg, où là, Adolf Hitler en profite pour modifier la Constitution et finalement, en tant que chancelier, s'octroyer finalement les pleins pouvoirs de cette nouvelle institution allemande qui deviendra le Troisième Reich. Mais avant cela, l'évolution même de Adolf Hitler va interpeller, va intéresser des financiers. Et c'est parmi ces gens qui vont s'intéresser évidemment à Adolf Hitler, il va y avoir beaucoup d'industriels, beaucoup de financiers, beaucoup de banquiers allemands, mais aussi anglo-saxons. Et parmi un certain nombre de ces anglo-saxons, vous avez Henry Ford. Henry Ford qui, lui, va évidemment investir pas mal sur Adolf Hitler et apporter certaines contributions à son projet de reconstruction de l'Allemagne, tant sur le plan industriel, économique que social, mais ça sera véritablement, beaucoup plus particulièrement, des empires financiers, des empires industriels allemands, qui vont énormément profiter finalement de Adolf Hitler, même si on a aussi les Rockefeller, on a aussi les Kennedy qui se sont intéressés à Adolf Hitler. Le fait est, c'est que lorsqu'Adolf Hitler a pris le pouvoir en 1933, un certain nombre d'entre eux, par contre, là, se sont retirés, parce que là, évidemment, l'idéologie nazie ne convenait plus à l'image, ne convenait plus à l'idéologie d'un certain nombre de ces personnalités de la finance. Ça aurait eu même des conséquences, même au niveau des États-Unis, pour les Rockefeller ou les Kennedy, par exemple. Les Rockefeller et les Kennedy, même si les États-Unis ne rentreront dans la Seconde Guerre mondiale qu'à partir de 1942, là, 42-41, je ne sais plus, Pearl Harbor, mon Dieu, j'ai perdu la date, je la mets là pour être sûr. Donc à partir de là, il y a beaucoup évidemment de milliardaires, de financiers, d'investisseurs qui vont se retirer de l'Allemagne. Mais par contre, en Europe, aussi bien allemands et certains investisseurs anglo-saxons vont continuer à profiter de la situation. Et parmi ces entreprises qui vont profiter de la situation, vous avez A.G. Farben. Alors, A.G. Farben, c'était un groupe industriel, plus particulièrement d'activité pétrolière et chimique, qui possède un certain nombre de filiales et qui vont énormément investir sous le régime nazi. Et parmi ces filiales, eh bien, devinez, il y en a certaines dont les noms vont vous dire quand même quelque chose. Vous avez Krups, Krups qui existe toujours. Vous avez Siemens, également, qui était une filiale de cette compagnie. Et vous avez également Degesch, qui était une société de développement chimique, qui était à l'origine de la création du fameux Zyklon B. Donc à partir de là, évidemment, on est en droit de se poser des questions si aujourd'hui, certaines de ces enseignes, certaines de ces compagnies, pourquoi est-ce qu'elles existent toujours ? Tout simplement parce qu'un certain nombre d'entre elles ont été plutôt démantelées de ce groupe qui était A.G. Farben. A.G. Farben d'ailleurs qui a été démantelé à la fin de la guerre pour justement payer sa contribution, sa responsabilité à avoir permis l'évolution et même la mise en place de certaines politiques nazies, et plus particulièrement évidemment, comme je vous l'ai dit, avec le Zyklon B qui a été utilisé pour le génocide du peuple juif. Mais derrière, vous avez également d'autres compagnies. Vous avez une compagnie américaine, par exemple, vous avez la Standard Oil. La Standard Oil a investi sur l'Allemagne nazie, qui a collaboré aussi avec A.G. Farben. Qu'est-ce qui a collaboré avec A.G. Farben ? En même temps, vous avez ITT, par exemple, qui a aussi travaillé avec le parti nazi. Hugo Boss, qui aujourd'hui a des magasins partout, que
aujourd'hui c'est une marque de vêtements de qualité, on va dire de luxe presque. Bah, Hugo Boss, oui, Hugo Boss, c'est celui qui a dessiné le design, qui a dessiné toutes les tenues militaires, les tenues officielles du parti nazi. Hein, donc il y a un business international qui va véritablement se développer. Vous avez par exemple aussi la fameuse banque Chase qui a contribué à des investissements sur le développement de l'Allemagne nazie. Donc avec tous ces aspects, tous ces acteurs économiques importants, et donc aussi influents, l'idée derrière, c'est d'utiliser aussi le pouvoir d'Adolf Hitler, et qui plus est, alors comme je vous l'ai dit, lorsque Adolf Hitler a commencé à vouloir jouer son expansion, c'est-à-dire à développer sa politique de l'Anschluss, hein, c'est-à-dire l'espace vital, évidemment il y a beaucoup d'acteurs, il y a un certain nombre d'acteurs d'ailleurs qui se sont retirés, parce qu'ils ne voulaient pas justement devoir rendre des comptes par rapport à la situation. Mais encore aujourd'hui, lorsque certains essaient d'enquêter pour savoir jusqu'où les implications ont été, jusqu'où certains ont continué ou pas continué, etc., aujourd'hui c'est assez compliqué, c'est assez difficile, et on va même dire que même encore aujourd'hui, il y a des sujets extrêmement tabous dans certaines entreprises, dont d'ailleurs, je vous le dis, dans la banque Chase, hein, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on préfère éviter, que les gens sachent que cette banque a participé et a contribué véritablement à aider plus ou moins le développement de cette Allemagne nazie. Donc, en dehors de l'aspect idéologique du parti nazi, l'une des motivation, on va dire justement, d'Adolf Hitler, dans le cadre de son Anschluss, c'est la construction européenne, c'est construire l'Europe. Et donc on va commencer à partir du principe que, alors, il y a parfois un petit peu de contestation de la part de certains historiens, qui disent non, en fait, c'était des discussions, mais ce n'était pas concret, d'autres disent mais si, c'était justement à ce moment-là que les choses ont commencé vraiment à se construire. Une date à retenir, c'est le 9 mai 1938, lorsque Adolf Hitler rencontre Benito Mussolini pour justement commencer à discuter et à préparer une potentielle construction européenne. Alors, ce ne sont que des discussions, c'est-à-dire que là, on pose des jalons, donc il n'y a pas de choses concrètes sur la chose. Néanmoins, pour essayer de concrétiser un pilier, un fondamental pour ce projet, eh bien, ils vont signer ce qu'on appelle le pacte d'Acier en 1939, qui comprend un certain nombre de sujets, qui comprend un certain nombre de domaines, dont la participation germano-italienne sur une éventuelle construction européenne. Et donc, pour cette construction européenne, il faut des gens. Il faut des gens, il faut des spécialistes, des experts, etc. pour commencer à élaborer comment est-ce qu'on pourrait construire une administration, une législation, comment organiser les échanges entre les différents pays, si certains de ces pays gardent une certaine souveraineté ou si certains pays finissent par vouloir signer des alliances avec le Troisième Reich pour justement construire cette entité économique de libre-échange, hein, puisque à la base c'est quand même de libre-échange. Donc vous va y avoir un certain nombre de gens qui vont travailler là-dessus. Vous avez par exemple Arthur Sayce, Eckart, qui en 1968 a été l'un de ceux qui a été un des artisans, on va dire, de la construction de l'Anschluss, et qui finalement le paiera puisqu'il sera condamné à Nuremberg. Vous avez par exemple Roland Fredless, et puis vous avez un monsieur qui s'appelle Walter Hallstein. Walter Hallstein, c'est un juriste, c'est quelqu'un qui vient du droit, mais aussi qui est un économiste, et qui va interpeller quand même pas mal de gens aujourd'hui. Et donc là, je vais m'arrêter sur ce personnage, parce que vous allez voir, si vous consultez un petit peu sur Internet, vous avez énormément de versions concernant ce monsieur. Parce qu'en effet, Walter Hallstein, peut-être que si vous connaissez un petit peu l'historique de l'Union européenne, c'est un nom qui vous dit quelque chose, puisqu'il a été quand même le premier président, finalement. Je crois, parce qu'il y a aussi un autre personnage aussi important, mais on va revenir aussi, qui était Schuman. Mais Walter Hallstein, c'est quand même un personnage sur lequel il y a beaucoup de polémiques. Pourquoi ?
Tout simplement parce que sur Internet, on vous lit énormément de choses en disant que finalement l'Union européenne est née à partir des travaux d'un homme qui était un nazi. Et c'est là que la chose se complique un peu parce que malheureusement, aujourd'hui, vous avez ceux qui sont les pros de cette version, et puis vous avez les défenseurs du fait que Walter Einstein, même s'il a travaillé, même s'il a œuvré sous le régime nazi, ça ne veut pas dire qu'il était forcément nazi. Et évidemment, chacun est de son argument. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, dans les faits, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe un certain nombre de documents, très rares d'ailleurs, peut-être un peu trop rares, ce qui suscite un petit peu beaucoup de suspicion, qui prouvent qu'il n'est pas ou qu'il n'a pas été véritablement idéologiquement proche des nazis. Disons qu'on va dire que Walter Einstein a été plutôt un opportuniste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, de par sa qualité, de par ses compétences, eh bien, a été amené par le parti nazi à travailler sur l'ébauche justement de ce qui pourrait être une constitution, de ce qui pourrait être un principe, une organisation de cette fameuse Europe du Anschluss tant rêvé par Adolf Hitler. Et de ce fait, son travail, qui a certainement été transmis à un certain nombre de services de renseignement alliés, lorsqu'il a été arrêté en 1945, alors je crois que c'était en Alsace, ou je ne sais plus exactement où, donc il a été emprisonné, mais ensuite, en procès, justement, on n'a pas pu déterminer si, oui ou non, c'était un artisan important du régime nazi dans son organisation et dans sa stratégie et dans sa logistique. En revanche, eh bien, forcément, on lui a trouvé une qualité. Une qualité, c'est d'avoir déjà ébauché ce qui serait d'un intérêt certain, et plus particulièrement pour les Américains, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, de ce fait, M. Einstein va finalement être un petit peu progressivement lavé de tout soupçon. Et encore aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, en effet, il n'y a pas de document qui le spécifiquement pourrait l'accuser d'avoir été un nazi idéologique. On lui reconnaît d'avoir fait des études et d'avoir peut-être participé à des colloques, des réunions, des meetings propagandistes du parti nazi, mais comme certains disent aussi que de temps en temps, il arrivait par être absent à ces réunions et toujours se trouver des excuses de ne pas participer à ces réunions. Certains disent qu'il aurait une carte du parti, alors qu'en réalité, la carte dont on se sert, c'est souvent une carte qui, en fait, n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a une confusion dans la dénomination de l'établissement ou de l'organisation à laquelle il appartenait. Donc officiellement aujourd'hui, il n'y a pas de document qui prouve que Einstein était un nazi à proprement dit. C'est un individu qui a travaillé, qui a participé à l'élaboration d'un certain nombre de projets, un certain nombre de dossiers pour le parti nazi, mais comme malheureusement à cette époque, vous avez énormément de gens qui ont travaillé sous l'autorité pour l'organisation, pour l'administration du Troisième Reich. Rappelons qu'en France, vous avez un grand nombre de fonctionnaires de l'administration française qui, dans soit la France occupée ou soit sous le gouvernement de Vichy, eh bien, on travaillait en effet pour un gouvernement de collaboration. Mais est-ce que ça justifie de dire que finalement, est-ce que ces gens étaient des gens partisans, étaient des gens qui partageaient les idées idéologiques de ceux pour qui ils travaillaient? Ça, c'est toujours pareil, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut raison garder, il faut comprendre aussi, vous avez des fois beaucoup de gens qui assurent plutôt leur sécurité, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi, d'avoir un salaire, d'avoir un travail, de pouvoir payer leurs factures, leurs crédits, de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, etc. Donc ça incite une certaine complaisance, une certaine consensualité. Ça, c'est une chose d'ailleurs que historiquement, aujourd'hui, il est très difficile d'admettre chez certains esprits limités, que c'est pas parce que des policiers ont arrêté parfois des individus que forcément ils étaient pro-nazis, ils étaient pro-gouvernement de Vichy, etc. Après, certains diront oui, mais quand on a le principe même de l'esprit de ne pas
participer, de ne pas se faire complice d'une idéologie, on a le droit de partir et de rejoindre la résistance, de rejoindre De Gaulle à Londres, etc. Mais le problème, c'est que, vous savez, ces gens qui disent ça, c'est toujours facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Et même encore aujourd'hui, vous avez des situations de conflit, vous avez des situations délicates sur le plan politique, géopolitique, où, en effet, on est confronté à des gens qui se laissent aller, disons, une certaine complaisance, parce que manque de courage, ou peut-être parce que, voulant assumer des responsabilités familiales, etc., ne voulant pas mettre en danger ses proches, ça aussi, il faut prendre en considération. Donc voilà, c'est un tas de paramètres humains qu'il faut prendre en considération, et pas juste se limiter à dire que si tu as travaillé pour le méchant, c'est que tu es forcément méchant, si tu as été en résistant, donc tu es du côté du bien. Non, les choses sont pas si simples. Hein, donc, je ne veux pas revenir sur cet épisode. Donc, pour revenir à Walter Hallstein, Walter Hallstein aujourd'hui, du parcours et de sa présence, on va dire, dans l'histoire de l'Union européenne, eh bien aujourd'hui, voilà, on essaie de trouver un petit peu du compromis pour essayer de blanchir un petit peu l'image de ce monsieur, parce qu'évidemment, quand les Alliés ont commencé à véritablement progresser et que la victoire était quasiment presque au bout de l'issue, on va dire, et vous allez voir pourquoi. Donc des gens comme Hallstein étaient des gens intéressants, c'était des gens qui avaient déjà, on va dire, mâcher le travail pour éventuellement le projet de construction européenne. Et donc, pour vous donner un petit exemple, c'est que la France occupée, il y a beaucoup de politiciens, il y a beaucoup de responsables politiques qui ont été aussi influencés par des financiers, par des grandes entreprises, par des industriels, etc., d'accepter l'idée d'un projet européen avec l'Allemagne, c'est-à-dire de construire l'Europe avec l'Allemagne. Et c'est pour ça que, par exemple, vous allez avoir, le 6 juin 1941, une grande exposition à Paris, dans le Grand Palais, de la France européenne. C'est-à-dire déjà, vous voyez, on parlait déjà de construction européenne, même à l'échelle de la France, et c'est évidemment une France occupée qui va intégrer le projet de ce projet allemand de construction européenne, mais il est évident que les Allemands ne veulent pas avoir l'hégémonie complète, l'hégémonie totale sur l'Europe. Les Allemands sont conscients que, en effet, certains territoires sont sous occupation allemande, mais que d'autres pays qui pourraient à terme retrouver un petit peu leur autonomie, retrouver leur souveraineté sous, évidemment, accord et contrôle de l'Allemagne nazie, participent à la construction d'une Europe. Et c'est peut-être ça d'ailleurs aussi qui a commencé un petit peu à inquiéter les Américains, parce que la construction européenne, c'est une puissance économique, à terme. Et qui dit puissance économique, surtout quand on a une position politique d'envergure, on va dire, avec le parti nazi allemand, est évident que ça fait éventuellement du conflit idéologique, à proprement dit. Ce qui a plus ou moins sauvé d'ailleurs peut-être les Américains par rapport à leur crainte de cette construction européenne, c'est l'Union soviétique. C'est à partir du moment où l'Union soviétique est rentrée en guerre avec l'Allemagne suite à la trahison allemande, puisque je rappelle qu'il y avait le pacte germano-soviétique qui normalement devait plus ou moins arrondir les angles, même si on se doutait bien qu'il y avait beaucoup de désaccords entre Staline et Hitler sur la façon de coordonner, gérer les choses, etc. Donc on savait que pertinemment, au bout d'un moment, Hitler attaquerait la Russie. Donc à partir du moment où Hitler attaque la Russie, on peut considérer qu'historiquement, à ce moment-là, le projet européen d'Hitler s'effondre, parce que de toute façon, la guerre, à un moment donné, allait essouffler économiquement les infrastructures, allait essouffler économiquement l'Allemagne. C'est d'ailleurs un peu toujours le problème de toutes ces nations conquérantes. Napoléon, par exemple, on a fait la mère expérience, c'est à force de s'étendre, quand vous vous étendez, il arrive un moment où, financièrement, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'arrivez pas à suivre, vous perdez en qualité, vous perdez en organisation, vous perdez en stratégie, vous perdez en logistique, et là, vous vous affaiblissez.
Et ça peut éventuellement mener à un désastre, ce qui s'est un petit peu passé d'ailleurs pour Napoléon, c'est qu'au bout d'un moment, financièrement, ça commençait à coûter trop cher. C'est exactement aussi ce que les Américains ont subi. C'est que les Américains, avec leur expansionnisme et leur guerre, plus récemment leur guerre en Irak et en Afghanistan, il y a un moment donné, ils se sont rendus compte que, à force d'éparpiller leurs forces à droite à gauche pour essayer d'imposer leur hégémonie, leur politique, pour essayer ça coûte de l'argent. C'est pas pour rien si aujourd'hui les États-Unis possèdent le budget le plus élevé à l'échelle mondiale en matière de budget militaire. Parce qu'il faut payer toutes ces cantonnements, tous ces régiments qui sont dispatchés à travers le monde, etc., sous des prétextes divers et variés, etc. Donc ça coûte énormément d'argent. Et le fait est, c'est que pourquoi est-ce que les Américains ne sont pas intervenus en Syrie? Pourquoi ils ne sont pas intervenus en Libye? Intervention limitée, mais militairement, les Américains officiellement n'ont pas débarqué en Libye. C'est tout simplement parce qu'il y a un moment donné où budgétairement, que ce soit les démocrates ou les républicains, ils se disent ouais, là ça commence ça peut poser un problème à terme. Je rappelle qu'une des raisons pour laquelle Nixon, en 1971, a désindexé le dollar de l'or, c'est-à-dire a dit adieu aux accords Bretton Woods, c'est à cause, en partie, je dis bien en partie, à cause de la guerre du Vietnam. Parce que ça, voilà, question de pépette, parce que ça commençait à coûter très très cher, et qu'il y avait la pression des lobbies industriels et militaires derrière. Parce que, évidemment, une guerre pour toutes ces compagnies, pour tous ces empires militaro-industriels, c'est du marché. C'est du marché, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la rente. Donc vous voyez, tout découle de la situation. Donc c'est pour cette raison que depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a au sein de l'armée américaine énormément d'investissements et de recherches qui ont été faits sur des nouvelles technologies, des technologies qui permettent de faire des frappes à distance, ce qu'on appelait pendant la guerre du Golfe en 92 les frappes chirurgicales, qui s'est développée avec toutes les technologies du drone, etc. Parce que comme ça limite l'interventionnisme militaire américain, c'est-à-dire la guerre conventionnelle terrestre, et ça permet de déstabiliser des régimes à distance. Même si on utilise toujours certains procédés, on va dire, traditionnels de guerre terrestre, mais par armée interposée. C'est-à-dire que voilà, on signe des accords avec des pays, on signe des accords avec, comme les Américains ont fait avec les Kurdes, par exemple. Voilà, on va pas revenir là-dessus, parce que ça deviendra trop long, puis là on s'éloigne un peu de notre sujet, même si ça en découle en matière de gestion et de stratégie. Et puis il y a aussi un autre événement assez important, dont d'ailleurs la plupart des cours d'histoire ne relatent jamais. Et vous allez comprendre pourquoi. Comme je vous l'ai dit, la progression des Alliés en Europe était en bonne voie pour dire voilà, qu'on va finir par battre l'Allemagne nazie. On ne sait pas trop combien de temps ça va donner, mais au moins, de toute façon, l'Allemagne nazie était déjà affaiblie. Je rappelle que la dernière contre-offensive qui aurait pu, on va dire, inverser la vapeur, c'était la fameuse bataille des Ardennes. Mais après la bataille des Ardennes, de toute façon, c'était déjà fini. Donc on est d'accord. Mais ça n'a pas empêché qu'il y a eu une réunion. Alors, réunion secrète, qu'on appelle la réunion de l'hôtel de la Maison Rouge, qui a eu lieu le 10 août 1944 à Strasbourg. Et dans cette réunion, eh bien, on a rencontré, c'est-à-dire des Américains, des Français, des Britanniques, et des gens à la fois de l'armée, mais aussi du monde de la finance, du capitalisme allemand, donc des Allemands nazis ou pas nazis, c'était pas le but du sujet, se sont réunis tout simplement pour commencer à réfléchir à l'après. C'est-à-dire que c'était des élites militaires et civiles allemands qui, eux, avaient déjà conscience que de toute façon, Hitler, ça allait se terminer tôt ou tard, et qu'il fallait penser à l'après, à la reconstruction, à la mise en place d'une nouvelle structure démocratique, économique
et financière pour l'Allemagne. Et donc, cette réunion avait pour but donc d'organiser la restructuration et la réorganisation des industries allemandes avec une collaboration donc de ces nazis militaires et civils et alliés. Sachant que l'un des points sur lesquels d'ailleurs pendant ces réunions qui étaient assez ébranle-ballantes, c'était qu'en réalité ces Allemands voulaient préserver le régime actuel. C'est-à-dire on dégageait Adolf Hitler, mais on mettait quelqu'un d'autre à la place, mais on conservait le régime nazi. On a modifié certaines règles, par exemple, on arrêtait la déportation des Juifs, etc., mais on préservait le Troisième Reich, ou voire on reconstruisait, on faisait un Quatrième Reich. D'accord ? Bon, alors évidemment, vous semblez bien que cette idée de Quatrième Reich allemand, finalement, ne s'est pas réalisée, puisque les Alliés ont considéré que c'était peut-être un peu trop compliqué, et que même pour l'opinion publique, voir les Alliés s'arrêter et puis accepter que Adolf Hitler soit condamné ou arrêté, et condamné, passé devant un tribunal, etc. Peut-être que pour l'opinion des plupart des pays, ça passerait pas du tout. Et d'ailleurs, il y en a un qui s'est exprimé sur la question de façon très catégorique, et pour lui, c'était hors de question d'accepter un tel accord, on va dire. C'est évidemment le général de Gaulle qui, lui, de toute façon, voulait la défaite sans condition de l'Allemagne et son démantèlement absolu. Donc, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, évidemment, il y a toute la politique de reconstruction, avec le plan Marshall en France, etc. Donc, forcément, les États-Unis, alors d'ailleurs, je rappelle que si De Gaulle n'avait pas été là, la France aurait été soumise à une sorte d'administration à l'américaine, comme l'a été l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Ouest était un pays soi-disant souverain, démocratique, mais en réalité était sous commandement, sous les ordres de Washington. Et les Américains voulaient que la France libérée devienne également un pays, qu'on réinstaure une république, etc., mais aux ordres des États-Unis, aux ordres de Washington. Vous comprenez pourquoi déjà les Américains, dès le départ, n'ont pas aimé le général de Gaulle. Et ça va perdurer comme ça jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à sa mort, puisque on va pas revenir sur l'histoire, etc., sur les conditions, on va dire, de son abdication, entre guillemets, en 1968. Donc le projet de communauté européenne va commencer véritablement à se restructurer autour de cette idée. L'argument, évidemment, principal pour lier, c'était de considérer qu'il fallait faire en sorte d'éviter qu'une nouvelle guerre en Europe naisse. Donc il fallait unifier, il fallait rassembler l'ensemble des pays, parce que c'était une crainte pour les Américains et aussi pour la plupart des Alliés. Et donc, évidemment, la date la plus importante, c'est 1954. C'est 1954, c'est là qu'on va fonder, on va commencer à couler les piliers de ce qui va aller devenir l'Union européenne par différents processus. Et donc, vous allez avoir quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans cette première institution, dans ce premier groupe de personnes qui vont travailler à la mise en place de cette Union européenne, de cette communauté économique européenne, parce que c'est comme ça qu'elle va s'appeler en premier, on se souvient, CEE, la CEE existe toujours, mais aujourd'hui elle est englobée, mais à l'époque c'est ce qui a donné naissance à cette idée d'Union européenne. Alors déjà, le petit truc assez intéressant, c'est que dans l'administration qui va travailler à la mise en place, pour travailler les négociations, travailler les accords, etc., qui vont commencer à être mis en place à l'échelle européenne, vous avez un certain nombre d'élites allemandes. Et parmi cette élite allemande, eh bien, on a M. Walter Hallstein. M. Walter Hallstein qui va devenir le premier président de la communauté économique européenne. Et oui, la CEE naît. Attention, 1954, c'est la naissance, mais la mise en place réelle, elle va se faire de façon progressive. Elle va se faire de façon progressive comment ? Tout simplement parce que, à l'origine, le projet de communauté européenne de défense
qui va naître en 1954, donc intégrant des élites allemandes. Vous avez par exemple Hans Speidel, qui était pourtant un proche d'Adolf Hitler, qui deviendra général des forces armées allemandes en 1955, et qui, par la suite, à la création de l'OTAN, va devenir, en 1957, le big chef de l'OTAN. Alors que pourtant, c'était quand même un proche d'Adolf Hitler. Vous voyez ? Ce qui est très intéressant. Le principe de la CE, c'était d'essayer d'allier à la fois les intérêts privés au sein d'un pouvoir exécutif, et ce pouvoir exécutif, eh bien, ça va être la Commission européenne. C'est ainsi que la Commission européenne va naître. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'individus qui vont commencer à prendre des décisions en rapport et en liaison avec évidemment les différentes représentations des différents pays en place, et qui, par la suite, va donner naissance quand même à un outil démocratique, parce que la Commission européenne, c'est bien, genre on fait nos papouilles, on fait notre tambouille dans notre coin, etc., mais il faut quand même quelque chose qui soit respectueux de l'aspect démocratique de l'Union européenne, de cette CEE à l'époque, c'est le Parlement européen. Donc à partir de là, on commence à construire les outils. Donc pendant toutes les années 50 et 60, on va avoir comme ça une évolution de structuration, de création de différentes entités, de différentes administrations, de traités, mais resteront toujours un petit peu sous contrôle et influence américaine. Tout simplement parce que les services secrets américains ont soutenu donc la mise en place de la construction européenne. Vous avez par exemple des gens qui aujourd'hui, on le sait, il y a des documents qui existent, comme des gens comme M. Rottinger, comme M. Schuman, comme M. Henri Spack, qui ont en réalité ont été conseillés et voire même rémunérés par la CIA pour s'assurer de la bonne mise en place de ce qui était nécessaire pour cette construction européenne. Le 11 juin 1965, la preuve en est, c'est qu'une note du département d'État américain incite la mise en place d'une monnaie commune. Donc vous voyez déjà, dès 1965, on va commencer déjà à poser les jalons de ce qui allait devenir véritablement la mise en place de cette Union européenne. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez une mise en place structurelle de la CE, puis ensuite de l'Union européenne. Pour vous donner une petite idée, il y a un monsieur qui s'appelle Helmut Kohl, hein, vous vous souvenez de lui, il a été chancelier de l'Allemagne et artisan de la réunification, qui a admis en 2002, dans une interview qui a été censurée par la suite, mais qui a été republiée finalement en 2013, c'est-à-dire que face à son propos, il a réfléchi, il a dit non, vous ne publiez pas ça. La censure a été appliquée pendant presque une dizaine d'années, et ce n'est qu'en 2013 que finalement cet article est sorti, et il disait « Il n'a pas fait de référendum en Allemagne, car il savait que les Allemands auraient refusé à 70%. » Là, il parle de quoi? Il parle de Maastricht. En effet, l'Allemagne n'a pas fait de référendum pour la ratification du traité de Maastricht. Donc déjà, à l'époque, vous voyez, il y avait déjà un petit côté hégémonique. Donc vous avez à partir de 1950 un monsieur qui s'appelle Robert Schuman, ce nom vous dit quelque chose, qui va commencer à travailler un rapprochement avec l'Allemagne. Et ce n'est qu'en 1951, donc je rappelle, création des piliers de l'Union européenne 1954, donc déjà dès 1951, on avait déjà commencé à mettre en place des traités. Et l'un des traités qui avait été mis en place, qui aidait considérablement évidemment à la reconstruction à la fois de l'Allemagne et de la France, c'était un traité qui s'appelait le CECA, qui était la Communauté européenne pour le charbon et l'acier, donc charbon et acier étant évidemment des matières premières. Donc ce premier traité va poser les premières pierres de ce qui va devenir par la suite la Communauté économique européenne. Par la suite, vous avez un certain nombre de pays qui vont rentrer également dans l'accord. Donc vous allez avoir l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg qui vont rentrer dans ce traité pour permettre une meilleure facilité, de meilleures conditions d'échange économique, d'échanges commerciaux pour le charbon et l'acier.
En 1957, là par contre, on est 1950-1957, c'est à partir de là qu'après avoir commencé à construire les différents traités, alors des petits traités, des traités beaucoup plus conséquents, etc., vous allez avoir le traité de Rome, le fameux traité de Rome, qui va être donc la concrétisation du projet de 1954, la constitution de la communauté économique européenne, qui va s'accompagner aussi d'un nouveau traité, qui est un deuxième traité qui va s'appeler l'Euratom, l'Euratom qui est censé gérer les différentes administrations, coordonner les différentes administrations sur le nucléaire civil. Donc la mise en place progressive se fait à partir de 1958, c'est pour ça qu'on dit souvent que 1954 c'est la création, mais que la véritable naissance de la communauté européenne date de 1958. C'est à partir de 1962 que va commencer à y avoir une demande d'adhésion à cette entité de cette communauté économique européenne. En 62, c'est le Danemark, la Norvège, l'Irlande et la Grande-Bretagne qui vont demander à intégrer. Je dis bien une demande. L'adhésion ne se fait pas tout de suite, c'est une demande. Mais sur ces demandes, eh bien, il y a un pays sur lequel le général de Gaulle va dire non. C'est évidemment la Grande-Bretagne. Le général de Gaulle ne veut pas de la Grande-Bretagne parce qu'il considère que la Grande-Bretagne est beaucoup trop proche des États-Unis. Donc vous voyez déjà, ça commence déjà un petit peu à se friter entre la France et les États-Unis sur une question de souveraineté. Souvent, c'était une question de souveraineté. Et donc c'est à partir de 1965 que les choses vont commencer véritablement à se concrétiser. Parce que en 1965, pour une meilleure gestion, pour une meilleure organisation, eh bien on va intégrer les 3 traités qui avaient été signés à la base, c'est-à-dire on va regrouper dans la communauté européenne le fameux CECA, charbon et acier, et le fameux Euratom. Donc déjà, hop, on réduit en une seule entité, une seule commission européenne choisie par les chefs d'État, c'est-à-dire que les chefs d'État donc choisissent les membres de la Commission européenne. Le Conseil de l'Union européenne siège, il y a un Conseil de l'Union européenne, qui va permettre à des ministres d'État de siéger. C'est-à-dire que là, vous avez donc la représentation nationale de chaque pays membre qui siège au sein de ce Conseil. Va être créé le Parlement, et ensuite va être créée également une Cour de justice. Parce que pour les litiges, il faut pouvoir avoir, je dirais, une sorte d'instrument législatif pour gérer les possibles conflits ou problèmes qu'il peut y avoir sur des accords ou sur des traités entre différents pays de l'Union, ou voire même traités avec des pays extra de l'Union européenne. En 1967, donc, c'est la deuxième demande de la Grande-Bretagne pour une adhésion à l'Union européenne, et pour la deuxième fois, la France pose son veto. De 1968 à 1973, donc, on améliore les échanges économiques, on améliore par l'intermédiaire de traités, par l'intermédiaire de décrets, on commence vraiment à installer un processus législatif, un processus économique de principe. Et c'est en 1973 que on va finalement décider de ces pays qui ont demandé leur adhésion à l'Union européenne. En 1973, donc, la Grande-Bretagne, finalement, le Danemark et l'Irlande rejoignent la CE. En revanche, la Norvège, elle, autrement que ces autres pays, va faire un référendum. C'est-à-dire qu'elle va quand même demander son avis à un pays avec un peuple souverain. Vous voyez, déjà la Grande-Bretagne, le Danemark et l'Irlande, eux, ont intégré sans demander son avis aux populations, mais la Norvège, elle, va quand même demander son avis, et le référendum va dire non. Et donc, du coup, la Norvège ne rentrera pas dans la CE. En 1974, les chefs d'État se mettent d'accord pour la création d'un Conseil européen
qui aura lieu 3 fois par an. C'est-à-dire que tous les dirigeants des pays membres de l'Union vont se réunir 3 fois par an pour discuter de l'évolution, pour discuter de différents projets, pour présenter ou proposer des politiques ou des avancées ou des traités, etc. etc. En 1976, là, il va y avoir des demandes d'adhésion de la part de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce. En 1979, les députés européens sont élus pour la première fois au suffrage universel, c'est-à-dire qu'avant les députés étaient élus plus ou moins par une structure interne, mais là on va demander donc au peuple des pays membres d'élire leurs députés européens. En 1980, la Grèce rentre dans l'Union européenne, dans des conditions dont on connaît un petit peu l'historique. Le Groenland, par contre, qui était plus ou moins soumis à une autorité, l'autorité du Danemark, avait acquis entre-temps son autonomie, mais ne voulait pas rentrer dans l'Union européenne, donc est sorti finalement de l'Union européenne. Donc le Groenland est parti de l'Union européenne parce que le Danemark, lui, y était intégré. De par son statut récemment acquis d'autodétermination. Hein. Et en 1986, finalement, c'est l'Espagne et le Portugal qui rentrent eux aussi dans l'Union européenne. Donc, on appelle ça encore la CEE, hein, à l'époque, c'est toujours la communauté économique européenne. On n'est pas encore sur l'Union européenne. Et commence donc la mise à l'étude d'une unité économique de libre circulation. Et c'est là qu'à partir donc, de 1986, donc à la fin des années 80, qu'on va commencer à travailler à changer un petit peu le statut de cette CEE, ou tout du moins de lui appliquer une entité supérieure constituante du fait qu'il faut faciliter un peu plus le libéralisme au sein de l'Union européenne. Donc le libéralisme, c'est la libre circulation des personnes, des marchandises et des services. Et donc c'est à partir de 1990, une fois que l'Union soviétique se sont effondrées et une fois que l'Allemagne était réunifiée, qu'en 92, arrive Maastricht. Maastricht qui va apporter donc cette fameuse Union européenne. La CE existe toujours, mais elle dépend aujourd'hui maintenant de cette entité qu'on appelle Union européenne. Donc c'est la création de l'Union européenne et d'un projet très rapidement de monnaie unique, puisque pour faciliter les échanges, évidemment, soit on utilise les devises internationales, mais sauf qu'on a quand même dit, oui, pour l'Union européenne, c'est quand même... donc on va créer une monnaie qui va être l'écu, sauf que l'écu, évidemment, ne sera que très peu utilisé, il sera utilisé uniquement que pour des échanges commerciaux, sauf que le problème, il y a beaucoup de pays avec des échanges commerciaux extérieurs à l'Union européenne continueront à se faire soit en livres sterling ou en dollars. Donc c'est pour ça qu'il y a une importance de stabiliser le niveau monétaire, c'est-à-dire de la devise monétaire, au lieu d'avoir des devises différentes entre le franc, le Deutschmark, la livre italienne, la pesetas, le drachme grec, etc. Eh bien, il faut impérativement harmoniser, il faut absolument homogénéiser le système de commerce européen par une monnaie unique. Et donc c'est en 1995 que va commencer à se mettre en place cette politique de la liberté de circulation des personnes, des marchandises et des services, avec la signature de Schengen, donc l'espace Schengen, qui avait été déjà décidé dès 1985. Donc vous savez, tout ce qui est processus administratif, législatif, etc., il faut vraiment faire des études très complètes pour essayer d'élaborer le traité le mieux possible dans ses conditions, dans son mode de fonctionnement, etc. Puis il faut trouver aussi l'accord. Il faut savoir écouter les propositions de tous les pays membres. Hein. Donc en 1995, on va mettre en place l'espace Schengen qui va être progressif. Il ne va pas être total tout de suite, mais qui va progressivement arriver dans différents pays. Entre-temps, vous avez également des demandes d'adhésion qui vont passer par référendum pour certains d'entre eux. Donc les demandes d'adhésion de la Finlande, de l'Autriche et de la Suède vont également faire leur demande de nouveau la Norvège et la Suisse, sauf que le référendum que ces deux pays vont faire, le peuple norvégien et le peuple suisse, ça se dit non. Donc,
ne rentrera pas pour l'immédiat dans l'Union européenne. En 1997, donc le traité le fameux espace Schengen est intégré au traité d'Amsterdam. Donc le choix donc de la monnaie unique est décidé, donc ça sera l'euro, et la Grande-Bretagne, la Suède et le Danemark s'exemptent de ce principe, c'est-à-dire que ces trois pays vont tout simplement dire vous voulez créer une monnaie unique, mais nous on a une monnaie qui se porte bien. Et d'ailleurs, la Grande-Bretagne, qui avait la livre sterling fait partie du panier monétaire international. Donc pourquoi les Britanniques auraient laissé tomber leur livre sterling pour un euro qui, je le rappelle, a été finalement calculé sur la monnaie qui était considérée un petit peu la meilleure, la plus forte sur le marché monétaire international, qui était le Deutschmark. Et donc c'est pour ça qu'on est passé d'un euro à 6 francs, 50, 55, 62, je ne sais plus exactement, après la virgule. Et donc, dans cette idée donc de monnaie unique, eh bien, on va mettre en place une banque nationale, comment on dit, oui c'est banque nationale, enfin bref, 1998 donc, la mise en place de la BCE, donc la Banque de la Communauté Européenne. En 1999, l'euro est lancé sur les marchés, c'est-à-dire lancé sur les marchés comme monnaie d'échange économique, mais pas encore la monnaie dans les pays. L'arrivée de la monnaie dans les pays va être également progressif. La mise en circulation de cette monnaie commencera qu'à partir du 1er janvier 2002, et donc, à partir de 2000 jusqu'en 2001, va y avoir des accords d'élargissement. C'est-à-dire que pour valoriser l'euro qui très rapidement d'ailleurs va réussir à supplanter le dollar. Sauf que le problème, et là on va commencer déjà à avoir des problèmes, c'est que le problème c'est que quand vous avez une monnaie forte, eh ben, c'est très mauvais pour les exportations. C'est-à-dire que quand vous voulez exporter vos produits à l'étranger, ben forcément, étant donné que vous avez une monnaie forte, les pays ont beaucoup plus de mal à acheter. Donc à partir de ce moment-là, il faut essayer de viabiliser, il faut renforcer l'entité économique européenne, et pour cela, eh ben, il faut essayer d'intégrer d'autres pays. Alors, l'avantage dans les années 90, c'est que la chute de l'Empire soviétique a permis à un certain nombre de pays d'acquérir leur autonomie, d'acquérir leur indépendance. Parfois, ce sont des pays qui sont dans des marasmes économiques, comme l'a été plus ou moins ce que l'Allemagne a récolté avec l'Allemagne de l'Est. Donc, on va profiter de la situation pour aider ces pays, c'est-à-dire leur dire voilà, on vous propose d'intégrer l'Union européenne, en échange, vous allez pouvoir être subventionnés, vous allez pouvoir être aidés, mais par contre, vous allez devoir aussi laisser céder un certain nombre de processus, un certain nombre de principes de souveraineté, dont la souveraineté économique. Et donc, c'est à partir donc, de cet accord d'élargissement que le 1er mai 2004, vous allez avoir 10 pays qui vont intégrer l'Union européenne. Vous allez avoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre. À 2004, il faut donner à l'Union européenne une constitution, parce que là, évidemment, on a une entité, on a une administration, on a un parlement. Mais tous ces éléments-là, eh bien, il faut quand même faut que ça soit régi par un règlement, il faut que ça soit régi par une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, comme dans tous les pays, c'est une constitution. Et là, évidemment, ça vous rappelle quand même quelques souvenirs, c'est que dès le débat, on va dire, en 2004 sur cette constitution, va y avoir des désaccords. C'est-à-dire que déjà, sur les 25 pays de l'Union européenne, sur la façon de voir, la Constitution se tourner, dans quel texte, dans quelle orientation, comment, pourquoi, sur le quoi, va commencer à y avoir des divergences. Donc déjà, vous voyez, c'est déjà le signe que construire une union, construire une entité, allez, on va dire, sur le projet initial de construire en fait une entité supranationale, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner avec des pays dont les langues sont différentes, dont parfois les cultures sont différentes, dont les intérêts économiques et sociaux, politiques, voire traditionnels, sont différents. Sauf que, à un moment donné, l'Union européenne a besoin de cette colonne vertébrale pour s'asseoir sur cette colonne vertébrale, pour ensuite développer sa stratégie, pour dire, voilà, on sait que vous, votre politique
vos intérêts c'est ça, etc. Mais nous sommes l'Union européenne, on décide que c'est comme ça et pas autrement. Décider pas comme ça, pas autrement, évidemment, c'est pas dans cet état d'esprit-là qu'en règle générale ça se passe, puisque toutes les lois importantes ou les décrets importants doivent être validés par le Parlement. Respectons quand même le principe démocratique des États souverains. Sauf qu'on se rend compte que les parlements, évidemment, sont infiltrés, mis en place majoritairement par des gens qui sont des pro-européens. Et donc même le décret ou la loi la plus inacceptable sur le plan de souveraineté, eh bien, est ratifié. Ça a été le cas avec François Hollande, lorsque François Hollande a tout simplement, par l'intermédiaire du Parlement, réussi à rendre la carte bleue et le chéquier à l'Union européenne, à la BCE de la France. Par quel procédé? Tout simplement par le contrôle du budget. C'est-à-dire que les propositions budgétaires des États passent par la Commission européenne qui valide ou pas ce que le pays veut faire. Le pays a le droit de le faire. Mais si le pays s'oppose à la Commission européenne, dans ce cas-là, la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va punir. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un problème d'interprétation. Et on l'a vu d'ailleurs avec le Brexit. C'est-à-dire que le Brexit, les textes de la Constitution, ce qu'on appelle l'accord de Lisbonne, et d'ailleurs, petite parenthèse, je rappelle qu'en France, on a proposé le traité constitutionnel de l'Union européenne en 2005 et qui a été voté non. Et on a changé 3 virgules, 3 points, 3 petites phrases, et on a proposé ça en disant voilà le traité de Lisbonne. Et on l'a fait signer. Et du coup, en 2007, on a vu cette signature se faire sur ce traité de Lisbonne, et ce traité de Lisbonne eh bien, a permis désormais à l'Union européenne, alors je rappelle, toujours en jouant un petit peu sur les termes, c'est-à-dire on ne vous oblige pas, on ne pose pas de conditions ou d'impératifs, mais c'est mieux que vous le fassiez. À titre d'exemple, et je reprends cet exemple que dont j'avais déjà parlé, il faut savoir en France par exemple, dans le cadre justement de cette libéralisation, de cette politique ultralibérale, parce que c'est de l'ultralibéralisme, la France c'est une cible. La France c'est une cible parce que c'est un des pays rares aujourd'hui européens qui a encore des structures sociales, des structures publiques, des structures de fonction publique qui ont plus ou moins un monopole sur un certain nombre d'acteurs, je dirais, de l'économie. Progressivement, on a vu un certain nombre d'entreprises, d'États, énergie, communication, être privatisés ou semi-privatisés. Sauf qu'il y a certains secteurs, comme par exemple la santé, c'est-à-dire la sécurité sociale. Eh bien, sachez que depuis le traité de Maastricht, la sécurité sociale n'a plus le monopole de la santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Français est parfaitement en droit de quitter le régime général pour aller dans un régime privé. Sauf que je vous donne bien du courage de le faire, parce que vous allez voir que d'un côté, c'est un problème logistique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous dissuader de le faire, parce qu'ils vont se dire, attendez, nous on ne va pas s'amuser à faire du double gestion, etc. Donc finalement, il y a un blocage, finalement, tout est verrouillé de telle manière à ce que vous ne le fassiez pas. Alors que ça fait depuis 92, ça fait depuis 92 que la France paye des amendes, parce qu'elle ne respecte pas ce principe. Elle ne respecte pas cette capacité, cette possibilité, cette liberté aux citoyens français de choisir son assurance santé. Donc voilà, c'est un exemple. Donc vous voyez comme quoi c'est très compliqué, c'est très difficile, parce que d'un côté l'Union européenne décrète, propose, met en place des décrets, des lois, etc. pour permettre au pays de s'harmoniser, mais en réalité, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que chaque pays a des intérêts différents et chaque pays n'accepte pas forcément les mêmes principes que l'autre, etc. Donc comment voulez-vous construire une entité homogène, une entité crédible, quand chacun défend son bout de gras? Ça rejoint finalement cette expression qui dit qu'on voulait construire une Union européenne sur le modèle du fédéralisme américain. Et bien, comme je vous l'ai dit des fois dans plusieurs vidéos, le fédéralisme américain, c'est pareil. C'est un gros bordel. C'est pas homogène, c'est pas cohérent, chacun fait un peu ce qu'il veut, etc. Alors, sur des grands principes, ça fonctionne, mais sur des spécificités, sur des traditions, sur des idéologies politiques, sur des préférences culturelles, etc., eh bien, on se retrouve avec des États où parfois les lois sont complètement différentes. Donc,
Mais on va continuer dans notre lancée, c'est-à-dire qu'on va en 2007 intégrer la Bulgarie et la Roumanie. Donc les 27 États signent donc finalement le traité de Lisbonne en 2007. En France, un référendum, je vous rappelle, en 2005, qui dit non, mais Sarkozy en a rien à foutre. Lui, il envoie le truc au Parlement disant vous le signez, vous ne discutez pas. Et ça a été signé. Le seul pays qui a plus ou moins résisté à ce traité de Lisbonne, c'est l'Irlande. C'est-à-dire que l'Irlande, eh bien, elle a fait un référendum, elle a dit non, elle aussi. Sauf que, évidemment, les pro-européens, comme c'est les mêmes, qui ont essayé de lutter contre le Brexit, qui ont tout essayé, tout fait pour essayer de pousser la Grande-Bretagne à refaire un référendum, eh ben, ils ont quand même réussi à le faire en Irlande, c'est-à-dire qu'ils ont imposé un deuxième référendum. Et ce deuxième référendum, eh ben, finalement, le oui l'a emporté. Donc déjà, on est déjà vraiment dans un défaut démocratique parce que finalement aujourd'hui, même le référendum aujourd'hui est dévoyé parce que le référendum, lorsqu'il est fait, il a un résultat. Mais si le résultat ne plaît pas à l'élite, ne plaît pas à ceux qui ont décidé que ça devait être comme ça et pas autrement, eh bien, ils vont tout pousser, ils vont tout faire pour essayer de pousser les gens à voter dans leur intérêt. En France, le résultat, il a été tout vite trouvé, c'est qu'on ne fait plus de référendum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des décisions, je vous rappelle, l'exemple de Hollande. Hollande n'a absolument pas demandé son avis au peuple sur le fait de redonner la carte bleue, le chéquier à l'Union européenne, sur la façon de gérer le budget de la France. Et si, en général, le pays de l'Union européenne applique son budget en contrario de ce que la Commission européenne a recommandé, eh bien, elle subit des pénalités. En 2008 à 2010, ça va commencer à merder. Ça va commencer à merder, normal, 2008, crise financière, mais déjà avant cela, la Grèce commençait déjà à nous poser problème. Je rappelle que l'intégration de certains pays s'accompagne sur une politique de remise à niveau économique, c'est-à-dire que pour gagner en équilibre, il faut que les pays qui ont des économies relativement faibles puissent rehausser leur économie. Donc c'est pour ça qu'on a injecté des subventions. On a injecté beaucoup de subventions dans un certain nombre de pays, ce qui a fait que, par exemple, dans les années 90, on s'est retrouvé des fois avec des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Irlande, comme la Grèce aussi, avec des taux de croissance, mais incroyable. On était sur des taux de croissance de 12 ou 13%. C'était du délire, alors que c'était pas du tout justifié. Mais ça servait évidemment l'intérêt économique, l'intérêt propagandiste de l'Europe, de dire, vous voyez, regardez, les pays ont intégré l'Union européenne, aujourd'hui ils ont un taux de croissance oui, forcément, parce que derrière, vous avez filé du fric. Sauf que le jour où le fric, il s'est arrêté de tomber, et qu'on s'est rendu compte que finalement ces pays n'avaient pas fait les réformes qu'on leur avait demandées, la Grèce par exemple, on leur avait demandé de faire des réformes sur la fiscalité, parce qu'on savait que leur fiscalité, c'était, c'était très douteux. Et c'est toujours resté douteux, jusqu'au jour où, fiscalement, le pays a payé le prix de sa mauvaise gestion, a payé le prix de sa mauvaise ambition, on va dire, d'essayer de remettre un petit peu de rigueur dans sa politique fiscale. Et voilà, et c'est la théorie des dominos, de toute façon, puisque donc ça va commencer avec la Grèce. Donc là, évidemment, l'Union européenne déboule en disant « Ok, on veut bien vous aider, mais ça vous vendez, ça vous supprimez, ça vous baissez, ça se fout... » Et voilà, c'est la fameuse politique d'austérité. L'Irlande, elle, va refuser cette politique d'austérité. Elle dit, nous, on va essayer de se débrouiller du mieux qu'on peut par nous-mêmes, mais voyant que l'Irlande refusait ce que la Grèce a finalement accepté, l'Union européenne a quand même fait un geste, parce que c'est son intérêt aussi, elle ne va pas laisser couler un pays, parce que si un pays de l'Union européenne coule, voilà, c'est la théorie des dominos, c'est-à-dire que vous allez avoir des tas de conséquences. Et puis le Portugal, évidemment, le Portugal lui aussi va plus ou moins céder à un certain nombre de plans d'aide, et puis Chypre. Alors Chypre, je ne vais pas revenir dessus, vous avez vu ce qui s'est passé à Chypre, le bail-in, cette fameuse hold-up, on va dire, des comptes de certains chypriotes ou de certains milliardaires qui s'étaient planqués à Chypre, leur argent était aspiré pour renflouer les caisses de Chypre.
ça a été véritablement le déclencheur d'une prise de conscience d'un grand nombre de gens sur finalement ce qu'est l'européenne. L'Union européenne, c'est une hégémonie, c'est une volonté hégémonique de prise en main de pouvoir et de contrôle des États à tous les niveaux. Puisque je rappelle, l'Union européenne aujourd'hui subventionne un grand nombre de pans économiques. Je ne parle pas de la PAC, puisque la PAC était un des premiers accords qui avait été signé, qui est le pacte agricole commun, qui permet d'aider en subvention un certain nombre de secteurs de l'agriculture d'un certain nombre de pays, et ce qui a été plus ou moins bon d'un côté et mauvais de l'autre, puisque bon pour permettre d'aider les agriculteurs, mais mauvais parce qu'il y a certains agriculteurs qui ont fait du jackpot pendant des années avec de l'argent de l'Union européenne. En 2013, on va continuer, parce que il faut quand même continuer à grossir l'Union européenne. En 2013, on intègre la Croatie. En 2014, en 2014 va commencer à y avoir la fameuse crise des migrants, et là encore, l'Union européenne va être confrontée à une situation qu'elle ne va pas savoir gérer, parce qu'elle n'en a pas les outils, parce qu'elle n'en a pas aussi non plus la volonté, parce que déjà, le système économique européen, le projet même de l'Union européenne commence à trembler d'un peu partout. La BCE va commencer même à faire du quantitative easing, alors que logiquement, on avait prévu de ne pas en faire. À partir de 2012, on a pris conscience des gros risques de certains nombres de banques en Europe qui étaient des banques systémiques. On a créé le ME, je crois, le MSE ou le MES, qui est enfin, je vous mets le terme là exact, qui permettait de constituer un fonds d'aide en cas de problème avec une banque, sauf que les banques sont atteintes de toxicité à un tel niveau que ce MES finalement est ridicule, ne sert absolument pas les intérêts de pouvoir prétendre sauver une banque si une de ces banques systémiques venait à chuter. En 2016, on va quand même signer un accord avec la Turquie et la Libye pour essayer de limiter la casse, mais au final, on s'est mis un petit peu à genoux, plus particulièrement devant Erdogan. Et finalement, il va y avoir une sorte de division, entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, c'est-à-dire plus communément de l'Europe anglo-saxonne, de l'Europe nordique, avec l'Europe du Sud, l'Europe latine. Et ce problème-là va s'accentuer de plus en plus, va plus ou moins réussir un petit peu à s'estomper à cause du Covid. Quand le Covid va arriver, on va essayer d'un petit peu de limiter la casse, mais je rappelle qu'il y a des accords qui ont été faits récemment où ça a été beaucoup problématique parce que certains pays nordiques ont dit attendez, nous il y a hors de question qu'on mette de l'argent sur la table et que on alimente des pays du Sud sans des conditions, sans des restrictions ou des exigences en échange. Donc d'ailleurs la France va être un petit peu lésée parce que sur le pot elle va récupérer que 40 milliards, mais qui va être totalement insuffisant pour sauver les meubles. Et puis, vous allez avoir le coup de pas le coup de semence, mais véritablement le coup dur pour l'Union européenne, pour sa crédibilité, c'est évidemment le Brexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne. Référendum donc qui va avoir lieu en 2016, qui confirme donc la volonté par un oui. Alors un oui pas forcément très massif, mais entre 2016 et donc normalement programmé pour 2020, on va essayer de trouver des accords. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Constitution, le fameux traité de Lisbonne, autorise des pays à sortir de l'Union, sauf qu'elle n'établit pas les conditions. C'est-à-dire que les conditions, en fait, doivent être trouvées par des accords. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on dit que la Grande-Bretagne risque de sortir de l'Union européenne sans accord, c'est tout simplement parce que le traité de Lisbonne n'a absolument rien prévu dans les conditions de sortie de l'Union européenne pour un pays qui souhaiterait quitter l'Union européenne. Donc c'est pour cette raison que vous avez évidemment les européistes qui veulent absolument essayer de trouver un accord parce que pour eux c'est très important. Alors en effet, l'accord est important surtout pour l'Irlande parce que remettre une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande,
ça pose un problème. Ça pose un problème aussi pour les ressortissants qui ont bénéficié de l'espace Schengen, c'est-à-dire les ressortissants qui travaillent en Grande-Bretagne et comme les Anglais ou les Britanniques qui travaillent aussi en Europe. C'est-à-dire qu'il va falloir leur trouver un statut particulier. Donc ce sont les deux points sur lesquels actuellement on essaie de trouver au moins des arrangements. Le seul problème, c'est qu'évidemment les Européens, si Boris Johnson est d'accord pour trouver des accords sur ces cas particuliers, l'Union européenne, elle fait pression, elle, pour dire oui, mais nous, si on accepte ça, nous, on veut que vous acceptiez d'autres conditions. Si vous n'acceptez pas les autres conditions qu'on vous donne, nous, on ne signe pas. Donc en réalité, médiatiquement, on est en train de vous dire que c'est Boris Johnson qui fait le mauvais garçon pour l'accord de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Alors qu'en réalité, c'est bien la Commission européenne qui fout sa merde parce qu'elle veut essayer de grappiller un certain nombre de conditions au détriment évidemment des intérêts de la Grande-Bretagne de se retirer de ce machin, comme disait le général de Gaulle. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants, c'est-à-dire que c'est un pouvoir économique supérieur à celui des États-Unis. Il y a actuellement d'autres pays qui ont fait leur demande d'adhésion, parce que même si aujourd'hui on a la preuve que c'est un échec économique, c'est un échec constitutionnel, c'est un échec même, je dirais, stratégique, pour essayer de construire une Union européenne plus ou moins unis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup plus de désunion, de désaccords, et en plus avec l'accentuation de la crise économique de 2008 qui n'a jamais été résorbée finalement, fait monter évidemment les sentiments populistes, les sentiments nationalistes, et à forte raison d'ailleurs, puisque quand on essaie de vous proposer un projet, mais que ce projet finalement ne marche pas, hein, je rappelle qu'on a vendu dans les années 80 et 90 au forceps médiatique que l'Union européenne c'était un avantage grandissant et énorme pour l'économie et pour l'emploi, etc. Puis au final, non, c'est tout le contraire, puisque c'est des politiques ultralibérales qui s'imposent aujourd'hui à la plupart des pays. On va continuer dans la gabegie, puisqu'on a actuellement des demandes qui sont en cours de traitement pour la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, l'Albanie, qui sont des pays qui vont aussi devoir être aidés. C'est-à-dire que c'est des pays qui n'ont pas des niveaux économiques, qui n'ont pas réussi à véritablement se développer économiquement, voire même des fois démocratiquement. Mais voilà, on essaie tout simplement de renforcer, si vous voulez, c'est un peu comme une armée, c'est-à-dire que pour constituer votre armée, vous achetez des chars, vous achetez des avions, etc., vous grossissez votre armée, mais le problème c'est que vous n'avez pas les hommes pour piloter, vous n'avez pas les hommes pour conduire, vous n'avez pas les hommes pour manipuler les outils, vous voyez, donc vous avez une armée avec plein de chars et plein d'avions, mais au final qui ne sert à rien parce que vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les hommes, vous n'avez pas les connaissances pour faire de cette armée une armée efficace, stratégique, avec une logistique derrière qui fonctionne. Ce qui est un peu le problème actuellement des États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont énormément de problèmes logistiques aujourd'hui. Et la Turquie, la Turquie, oui, c'est vrai qu'on a parlé de peut-être en effet essayer d'intégrer la Turquie à l'Union européenne. Sauf que le problème de la Turquie, c'est que sa population est la plus importante de tous les pays européens. Donc ça veut dire que vu qu'au Parlement européen, vous avez un nombre de sièges proportionnel au nombre d'habitants, eh bien ça ferait que la Turquie serait alors majoritaire au Parlement européen. Et vous connaissez aussi bien que moi la politique, la société turque aujourd'hui, forcément ça risque d'amener des influences sur même, à contrarie de nos valeurs démocratiques, comme aussi culturelles et traditionnelles d'un certain nombre de pays de l'Union européenne. C'est pour cette raison que Nicolas Sarkozy, à son époque, était très opposé finalement, ne serait-ce même qu'à la demande d'adhésion de la Turquie. Donc c'est pour cette raison que la demande d'adhésion est faite, mais le traitement de l'accord, le traitement du dossier est en suspens depuis 2005, parce que justement il y a ce problème qui risquerait éventuellement de faire exploser finalement l'Union européenne à terme, c'est-à-dire à pousser des pays finalement à le quitter du fait d'une hégémonie constitutionnelle, qui est légale par rapport à la proportionnalité et la représentation à l'échelle européenne. Donc voilà un peu tous les éléments qui me semblent importants à connaître sur cette fameuse Union européenne. Donc je le rappelle, c'est
une origine qui date de 1954, avec une constitution, avec une application, avec la création de différents traités et le développement, avec l'intégration d'un certain nombre de pays et un développement qui était normalement axé essentiellement économique, mais qui, aux abords des années 70 et des années 80, certains se sont dit que finalement, il fallait plutôt essayer d'en profiter, avec évidemment l'influence américaine, qui a toujours été derrière, pour construire en fait une entité supranationale qui à terme aurait droit de regard et de voix et de loi sur l'ensemble des pays européens dans tous les domaines. La preuve en est, c'est que si à l'origine l'Union européenne était une entité de gestion, de coordination et d'amélioration des échanges économiques, aujourd'hui l'Union européenne a beaucoup plus de ramifications, a beaucoup plus d'implications, tant sur le plan culturel que sur le plan sociétal, que même sur le plan politique. Je rappelle que l'Union européenne, par exemple, a signé un accord de reconnaissance des patois pour protéger les langages régionaux. Rappelons que l'Union européenne aujourd'hui est un des gros financiers de la culture. Regardez un certain nombre de films, regardez un certain nombre de salles ou de galeries d'exposition ou de salles de spectacle, etc. Beaucoup d'entre elles ont des subventions culturelles qui viennent de l'Union européenne. Un des exemples les plus flagrants, c'est lorsque le Brexit a été voté. Beaucoup d'acteurs économiques se sont inquiétés, par exemple en Irlande. L'Irlande, qui était un pays, l'Irlande du Nord, je parle, est un pays qui avait réussi à capter les tournages, en grande partie des tournages de la fameuse série Game of Thrones. Eh bien, les producteurs, à un moment donné, se sont inquiétés parce qu'ils se sont dit, mais si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, on n'aura plus le bénéfice des aides pour les aides à la production. Donc du coup, la production commence à réfléchir peut-être à aller ailleurs, à aller dans d'autres pays. Donc vous voyez, c'est toutes les implications. Pourquoi les Écossais aujourd'hui sont absolument contre l'idée de sortir de l'Union européenne? Tout simplement parce que l'Écosse a beaucoup reçu, et recevait beaucoup d'aide de l'Union européenne pour son développement économique. Donc du coup, évidemment, il y a beaucoup de domaines où les subventions vont être coupées, puisque c'est pour ça que un certain nombre de propositions dans l'accord avec la Grande-Bretagne et la Commission européenne, on essayait de trouver des compromis pour pouvoir continuer. Mais évidemment, l'objet, c'est que l'Union européenne ne va pas financer, ne va pas subventionner certains pans de l'économie britannique sans rien en échange. Donc c'est une question de compromis, mais sauf que les compromissions impliquent finalement, à l'origine, quand Theresa May, qui était la première ministre britannique, c'est ce qu'on lui a reproché, c'est qu'elle était prête à accepter finalement des conditions de l'Union européenne dans un accord, mais qui au final, ça ne servait à rien de sortir de l'Union européenne. C'est-à-dire que les contraintes étaient quasiment les mêmes. C'est-à-dire qu'on demandait à la Grande-Bretagne de continuer à financer, c'est-à-dire d'alimenter sa participation, puisque chaque pays de l'Union européenne ont une participation annuelle pour le fonctionnement de l'Union européenne et alimenter un certain nombre de caisses, un certain nombre de plans d'aide en cas de situations difficiles, comme le fameux MES dont je vous ai parlé. Sauf que, évidemment, la Grande-Bretagne se retirant, c'est de l'argent en moins dans les caisses de l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument trouver d'autres pays. Sauf que le reste des autres pays de l'Union européenne qui vont évidemment devoir payer leur contribution, enfin la contribution n'est pas la même, etc. Donc il va falloir trouver un multitude. Mais ces pays n'ont pas les niveaux économiques, n'ont pas les niveaux de PIB suffisants pour compenser ce que l'Union européenne va perdre dans la contribution que donnait la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Donc oui, en effet, moi je suis, pour conclure cette vidéo, partisan du fait qu'une Union européenne économique, pour harmoniser les échanges, etc., la libre circulation, c'est très très bien. Je pense que c'est quelque chose qui a apporté énormément de bénéfices à beaucoup de gens. Sauf qu'on aurait dû se limiter à ça, c'est-à-dire simplement d'avoir une entité qui permet d'organiser, qui permet de faire des traités, qui permet de parfois même réparer les litiges qu'il peut y avoir entre certains pays, sans être obligé d'en venir à essayer de porter atteinte à la souveraineté de ces pays. Or l'Union européenne, aujourd'hui c'est ça, elle veut absolument détruire les États-nations, détruire la souveraineté pour
petit à petit essayer de récupérer des contrôles, ce qu'on appelle d'ailleurs la politique de régionalisation, c'est-à-dire essayer d'inciter à des régions de certains pays, à certains territoires de certains pays, finalement d'avoir une certaine autonomie. Je rappelle qu'en France, l'Union européenne a tenté avec le Bas-Rhin et le Haut-Rhin pour une réunification des deux régions, mais avec une mise en place c'est-à-dire un certain nombre de lois, un certain nombre de principes qui prendraient d'ailleurs pas ces directions, mais appliqueraient donc les décrets ou les lois de l'Union européenne directement sans passer par le Parlement national, par la représentation nationale. Le projet a échoué. Il n'empêche qu'avec le projet qui a été mis en place sur la réduction du nombre de régions, eh bien aujourd'hui, la région Est, eh bien, ils ont réussi quand même à infiltrer le système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de principes, un certain nombre de règles, un certain nombre de décrets et de lois qui émanent de l'Union européenne, qui sont directement applicables à l'Est, à cette région Est de la France. Et pour essayer parce que là, on a essayé un petit peu, soi-disant sous l'argument de réharmoniser économiquement les régions, etc., alors qu'en réalité, c'est encore pire. Vous avez par exemple l'exemple de la Catalogne. Vous vous souvenez toute cette histoire du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, etc., et qui finalement a été repris en main par Madrid. À l'origine, il faut savoir une chose, c'est que l'Union européenne, lorsque l'histoire a commencé à monter un petit peu crescendo, l'Union européenne a dit aux représentants, donc, aux partisans donc, de cette volonté d'indépendance, on dit, nous on est prêts à reconnaître votre indépendance, on est prêts à vous aider à acquérir votre indépendance, sous la condition que vous restiez dans l'Union européenne. Évidemment, les dirigeants pro-indépendantistes ont dit, ben non, vous rigolez, une des raisons pour laquelle on veut notre indépendance, c'est justement aussi de sortir de votre Union européenne. Eh bien, tout d'un coup, l'Union européenne a dit, bon, à Madrid, a dit, bon, bah, vous résolvez le problème rapidement, mais on ne veut plus entendre parler de ce problème d'indépendance. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on sait, ils sont tout à fait capables de jouer le double jeu. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables de soutenir des mouvements indépendantistes, des procédures démocratiques pour permettre à des régions, des départements ou des contrées ou des territoires d'acquérir leur autonomie, sous condition de rester quand même sous l'égide, voire peut-être permettre à l'Union européenne d'avoir un droit de regard sur la façon dont ce territoire va tourner. Ce que, évidemment, la Catalogne a refusé, et du coup, l'affaire, on a vu ce que ça donnait, le référendum a été annulé, les différents putschistes, comme on les appelle, ont été arrêtés, il y en a certains qui ont été mis en prison, etc. Mais il y a quand même dans l'idée de ce principe de régionalisation, c'est-à-dire dépouiller un certain nombre de territoires d'un État ou d'un pays souverain. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle l'Union européenne a beaucoup milité pour le référendum pour l'indépendance de l'Écosse, par exemple. Ça aurait été idéal. L'Écosse serait absolument restée sous l'égide de l'Union européenne. Donc voilà, c'est aujourd'hui, toutes les méthodes sont bonnes pour essayer de sauver ce projet qui à la base était une bonne idée, mais à force d'idéologie, à force de suprématisme, très souvent aussi influencé par les Américains, eh bien, voulaient en réalité détruire les États, veulent détruire en fait les États-nations, veulent détruire la souveraineté, et là, économiquement déjà, il y a une destruction, puisque la France aujourd'hui n'a plus sa souveraineté monétaire. À partir du moment où vous n'avez plus la souveraineté monétaire, vous n'êtes quasiment plus libre de faire ce que vous voulez. Donc la monnaie unique vous a présenté ça comme génial, mais en réalité, la monnaie unique vous a coupé votre kiki de votre souveraineté économique. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus dévaluer, vous ne pouvez plus faire frapper monnaie comme vous voulez, etc. Vous êtes dépendant de l'entité de l'Union européenne par l'intermédiaire de la BCE. Donc, c'est-à-dire qu'économiquement, aujourd'hui, on est complètement dépendant de cette Union européenne, dans ses choix, dans ses décisions et dans ses aides. Si demain, la France va bénéficier de 40 milliards, mais il va y avoir quelque chose en échange. Les 40 milliards, ils ne sont pas gratuits. C'est-à-dire que les 40 milliards, vous allez les payer, de quelque façon que ce soit. Mais en échange de ces 40 milliards, ça veut dire que la France accepte
de lâcher ou accepte de correspondre ou de prendre pli sur un certain nombre de lois, un certain nombre de décrets, voire à l'avenir de contribuer à sa propre destruction, à ce propre affaiblissement de souveraineté. Hein? Je rappelle, l'armée, aujourd'hui, regardez, écoutez ce qui s'est passé, qu'on a fait la proposition, et ce serait pas mal si la France pouvait partager son siège permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Ce serait intéressant que finalement la France mette en commun un certain nombre d'éléments de son armée nationale avec l'Allemagne. Vous voyez, l'idée de fusion, puis au final l'idée de fusion, c'est-à-dire que les Français voulaient aller leur dans le cul parce que c'est les Allemands qui vont finalement décider pour nous. Et ça pose un problème fondamental, c'est que ce genre de pratique, c'est que si un jour vous avez un conflit entre deux pays qui font partie de l'Union européenne, conflit ethnique, conflit religieux, conflit politique, qu'est-ce qui va se passer? Qui va gérer? Vous voyez le problème? Avec les pays des Balkans, attention, dans les Balkans, le problème ethnico-religieux n'est pas résolu. Et pourtant, l'Union européenne, elle va mettre le doigt dedans. Donc vous voyez, la situation est extrêmement explosive, sans compter les problèmes communautarisés, les problèmes religieux, les problèmes tribaux, conflits divers et variés qu'on a laissé s'installer aussi dans un certain nombre de pays européens. Bon, aujourd'hui, vu les relations qu'on a avec les Turcs, on a quand même des communautés turques qui ne sont pas négligeables, que ce soit en France et surtout en Allemagne. La preuve, c'est que d'ailleurs l'Allemagne, aujourd'hui, fait les yeux doux à Erdogan parce qu'elle sait qu'elle a quand même une forte communauté turque en son sein et que si on est vraiment fâché avec la Turquie, ça risque de poser des problèmes sérieux, voire des problèmes ingérables au sein même de la population, ce qui n'est pas préférable, surtout en ce moment, où, comme je l'ai dit, le sentiment populiste, le sentiment nationaliste de souveraineté commence de plus en plus à émerger, en montrant du doigt, finalement, les principaux responsables que sont ceux de l'Union européenne, par l'intermédiaire des États, par l'intermédiaire de présidents, de gouvernements élus, etc., qui ont été complices de cet état de fait. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais vous donner sur cette Union européenne. Donc vous avez véritablement le cheminement. Aujourd'hui, vous avez les différentes dates importantes, les différents événements, les basculements qui se sont produits. Alors, juste pour terminer, je réinsiste bien sur ce que nous avait laissé M. Helmut Kohl en 2002. C'est-à-dire qu'en 2002, pour faire accepter l'Union européenne, le principe de l'Union européenne et les projets de l'Union européenne, n'a absolument pas demandé son avis aux Allemands. N'a pas du tout demandé son avis aux Allemands réunifiés. Donc là, il y a déjà un défaut majeur de démocratie à l'échelle de l'Allemagne. Je rappelle également que Bill Clinton, qui a reçu le prix Charlemagne en 2000 à Aachen, donc Aachen c'est Aix-la-Chapelle, en Allemagne, finalement fait une référence, on va dire, justement de cette influence américaine, de cette volonté d'aider, de contribuer, d'insuffler cette construction européenne. Même si encore aujourd'hui, on se demande pourquoi, parce que finalement construire une entité économique qui finalement va porter préjudice au dollar, etc. Oui, sauf que si demain vous avez une crise économique majeure, quelle monnaie vous croyez qui va être sacrifiée? Le dollar ou l'euro? Réfléchissez bien. Sur ce, j'espère que vous vous portez bien, protégez-vous, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.